Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui concernant le vaccin du tétanos puisque en réalité vous êtes vraiment très nombreux à m'écrire concernant les vaccins. Vous qui habitez en France, vous avez évidemment cette obligation vaccinale terrible qui est votre réalité. Moi je suis en Suisse et en Suisse on est un pays comme d'autres pays nordiques d'ailleurs où les vaccins ne sont pas obligatoires. Plus aucun vaccin n'est obligatoire en Suisse. Cependant, il se trouve que malgré ça, on a énormément de parents qui vaccinent leurs enfants pour plusieurs raisons. Et ces plusieurs raisons, à force de discuter avec nombre d'entre vous aussi, puisque ça fait quand même plus de 7 ans maintenant que je me suis vraiment passionnée sur le sujet, j'ai eu aussi ma fille et c'est ce qui a été le déclencheur de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette injection. Et vous êtes effectivement nombreux à être conseillés par votre pédiatre, votre médecin aussi, pour d'autres personnes adultes d'ailleurs, concernant le vaccin contre la grippe, des personnes âgées, pour vos parents, vous faites du souci, etc. Et je me suis quand même rendu compte que la plupart et l'écrasante majorité des médecins et des pédiatres n'ont aucune idée de ce qu'ils racontent, vraiment. J'ai aussi parlé avec un bon nombre d'entre eux et puis prochainement on aura le plaisir d'accueillir le docteur Édouard Broussalian qui a fait une vidéo avec Sylvie Simon il y a pas mal de temps de ça déjà pour parler des vaccins. Et c'était un des premiers médecins que j'ai entendu à l'époque, c'était il y a 7 ans plus ou moins, qui disait que pendant ses études de médecine, eh bien, il n'avait pas eu de formation sur les vaccins. Et en faisant mes enquêtes auprès des médecins que j'ai connus depuis ce temps-là, j'ai toujours demandé mais quel a été ton horaire d'études sur les vaccins pendant tes études en médecine? Et il se trouve qu'il n'y a pas de formation sur les vaccins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un cursus de médecine, vous avez le calendrier vaccinal qu'on vous amène à la fin de l'étude en vous disant ben voilà ce qu'il faut faire, en gros c'est ça. Alors bon, ça a été un choc évidemment au début puisque je pensais que les médecins étaient au courant de tout ça. Et d'une part, on se rend compte que ça c'est déjà la première chose, c'est que l'information elle vient normalement du médecin, on parle de santé, eh bien elle n'est pas juste. En tout cas pour ceux qui sont pro-vaccin et qui vaccinent à tour de bras et qui n'ont aucune idée de ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, il y a l'effet du dogme. Et voilà pourquoi j'avais envie de parler du tétanos, puisque j'ai toujours entendu dire, bon ok, moi, je ne vais pas vacciner, les vaccins, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça peut être dangereux. J'ai entendu dire que, mais s'il y a au moins un vaccin que je vais faire, c'est celui du tétanos. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de ça, parce que là, on est dans le non-sens absolu. Donc, si vous avez suivi un peu ce qu'est la maladie immunisante, comme la varicelle par exemple, ou la mononucléose, enfin moi en tout cas, c'est vite vu, toutes les maladies d'enfance, je les ai toutes eues. Pourtant j'étais vaccinée, donc je suis née en 1981. À l'époque, les vaccins avaient des composantes un petit peu différentes, mais j'ai eu donc mes vaccins d'enfance, j'ai tout eu. Donc la scarlatine qui est immunisante, donc ce sont des maladies qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. La varicelle, la rougeole, la mononucléose aussi à l'âge de 12 ans, alors là j'en ai bien bavé. J'en oublie sûrement, bon bref. Et ma sœur, qui avait aussi été vaccinée contre la coqueluche, a eu droit derrière la coqueluche. Bon, on n'avait pas le même terrain. Moi j'ai eu pendant toute mon enfance des otites à répétition, des sinusites chroniques, et elle, c'était surtout les angines. Et moi j'avais pas ce terrain-là. Donc je suis effectivement, je me suis demandé quand j'étais enceinte de ma fille, mais finalement, est-ce que c'est normal que les enfants sont toujours malades? Parce que moi, j'avais pas trop de comparaisons, j'en avais pas d'autres, et j'ai toujours vu les enfants dans mon entourage avoir toujours un petit truc. Toujours un petit truc, et finalement, on se dit, c'est normal, un enfant, il a toujours une otite, ou s'il a un rhume, ça reste jamais un rhume, ça va partir en triple otite, il faut percer les tympans, enfin bref, j'ai vu des trucs dingues. Bon, les angines, streptocoques, les gastro à répétition et compagnie. Bon. Et tout ça, c'est immunisant. Donc pas la gastro évidemment, mais toutes ces maladies d'enfance qu'on considérait à l'époque comme des maladies nécessaires sont immunisantes, alors que le tétanos ne l'est pas. Alors j'avais envie de partager ça avec vous,
Parce qu'on est dans un non-sens fou, sans avoir la moindre idée de ce qu'est un vaccin, etc., on peut quand même juste se poser quelques questions et j'avais envie de les partager avec vous. C'était mes questions quand j'ai commencé à fouiller dans le monde, l'univers, la religion du vaccin. Alors, donc, 2 rappels. Le premier, on vient de le dire, le tétanos n'est pas une maladie contagieuse. Donc, si moi, j'ai le tétanos et que je passe à côté de vous, je ne vais pas vous le refiler. Ça, c'est la première chose, c'est un fait et c'est comme ça. Deuxième chose, ce n'est pas une maladie immunisante. Ça veut dire, en gros, que si vous chopez le tétanos parce que vous vous êtes coupé, alors tout le monde, moi je me souviens quand j'étais enfant, dès qu'il y avait un peu de rouille, oulala, faut pas toucher la rouille, etc. Effectivement, nous on avait une trouille finie du tétanos. Donc dès qu'on voyait la rouille, on partait en courant dans l'autre sens. Et puis, dès qu'on se coupait, oulala, il faut faire attention, etc. Donc ça, si vous chopez donc, le bacille du tétanos, eh bien, vous pouvez effectivement développer le tétanos, mais vous pouvez vous le refaire chaque mois. D'accord ? Finalement, c'est un petit peu comme une chute. C'est pas parce qu'on est tombé une fois qu'on ne va pas retomber 2 fois. Donc le tétanos, c'est plus ou moins la même chose. Ce n'est pas immunisant. Vous pouvez en faire, je ne sais pas combien dans votre vie, mais en tout cas, il n'y a pas de limite. Juste pour que vous sachiez, avant d'aller de l'avant là-dessus, ça, ce sont les chiffres en Suisse, et d'ailleurs en France, au Canada, ou partout où vous allez, sur Internet, vous trouvez les chiffres des morts du tétanos. Donc en Suisse, que vous sachiez quand même, ça, c'est les déclarations de cas. Donc depuis 2010, vous avez un cas en 2010, un cas en 2011. Voilà, je dis juste parce que je regarde dans l'autre sens. Après là, vous avez 0 cas pendant 3 ans, puis après 1. Et de nouveau, plus rien depuis 2016. Voilà. Donc en fait, c'est fou parce que quand on regarde la fin de ces tableaux, on peut lire « Au vu du nombre de cas insignifiants, il est renoncé à une représentation par canton et par classe d'âge, puisque la Suisse est divisée en plusieurs cantons. » Donc ils ont même renoncé à la fin, ils se sont dit « De toute façon, il n'y a tellement pas de cas que… Bon. » Effectivement, on s'est aussi rendu compte, dans les pays industrialisés, puisque là, on va vraiment faire une différence, là, et je vais vous expliquer pourquoi, les personnes qui peuvent avoir des cas de tétanos graves sont les personnes âgées. Alors que dans les pays qui ne sont pas industrialisés, où il y a un vrai problème de tétanos néonatal, donc les cordons ombilicaux qui peuvent s'infecter, aussi les conditions d'hygiène, il n'y en a pas. J'ai fait aussi une vidéo sur l'accès à l'eau propre. Je rappelle aussi que de mémoire, le papier que je vous avais exposé sur l'OMS concernant les problèmes d'alimentation en eau concerne entre 3 et 4 milliards d'individus. Donc là, on parle même d'aller faire 30 minutes. Il y a de mémoire plus de 3 milliards de personnes qui, encore aujourd'hui, doivent faire 30 minutes à pied pour aller se laver les mains. Donc, bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans nos pays où nous avons accès à l'eau et à l'hygiène, le tétanos, quand on voit les chiffres, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors, il faut comprendre juste une chose dans le fonctionnement du tétanos. C'est que, avant d'aller dans le détail, comment un vaccin peut immuniser contre la maladie si la maladie naturelle elle-même n'est pas immunisante. Donc je le répète parce que la première fois qu'on le dit et qu'on l'entend surtout, ça fait un choc, on se dit mais attends, on pourrait arrêter la vidéo ici, on pourrait l'arrêter là maintenant, et puis se dire ok, on va aller poser la question à notre médecin. Comment un vaccin contre le tétanos, où on nous dit qu'il faut faire quand on est adulte un rappel tous les 10 ans, peut être immunisant, ça veut dire peut nous protéger contre le tétanos, alors que si vous l'avez vous-même sans vaccin, si vous le chopez, vous n'êtes pas immunisé. C'est-à-dire que le mois d'après ou 2 mois après, vous pouvez… Bon, c'est vrai que ça m'a énormément interpellée quand j'ai commencé à réfléchir et me dire mais c'est vrai en fait. Je peux comprendre qu'on me raconte ça sur une maladie comme la rougeole ou la varicelle ou des choses comme ça, bien qu'on va venir à ces maladies-là dans d'autres vidéos. Mais là, c'est vrai que déjà, on s'est dit mais c'est fou. Enfin, toutes les personnes avec qui je discutais après, mais ouais, c'est vrai en fait, c'est fou. Alors, que vous compreniez bien, là c'est une vidéo pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est vraiment le tétanos. Alors, le tétanos, c'est un bacille, on appelle ça un bacille, qui ne peut vivre uniquement
il ne vit que dans des conditions anaérobies strictes, c'est-à-dire que s'il est en contact avec une molécule d'oxygène, il meurt. Donc ce bacille, on retrouve effectivement, ça peut être dans la terre souillée, il y en a aussi dans le tube digestif de certains animaux, etc. Et donc, il se trouve que ce bacille du tétanos, dès qu'il est à l'air, s'il est en contact avec l'oxygène, il meurt. Voilà, ça, il faut quand même le savoir parce que c'est la base de la compréhension de ce qui va se passer maintenant. Alors, si maintenant vous êtes en contact avec ce bacille du tétanos, ce bacille-là, il va libérer une toxine. Et évidemment que si maintenant vous vous blessez et que vous vous coupez, vous allez saigner, le bacille ne peut pas rester puisque dans votre sang, vous avez de l'oxygène. Donc si vous avez une plaie qui saigne, donc vous la faites bien saigner, il n'y a aucune raison que vous ayez le tétanos, ce n'est pas possible puisque le sang contient de l'oxygène et si vous avez le bacille qui est par là, il va mourir au contact du sang. Bien. Alors comment il peut finalement, il peut aller? Bon, alors quand on a une mauvaise vascularisation des tissus, qu'on a aussi des personnes âgées ou des cas de cordon ombilical et compagnie, il peut arriver que effectivement le bacille va se retrouver dans une zone anaérobie de notre corps, c'est-à-dire les tissus nerveux, d'accord, les nerfs. Donc vous avez en gros les synapses. Donc vous avez vos cellules neuronales avec des synapses, ces terminaisons nerveuses. Et puis là, dans les nerfs, il n'y a pas d'oxygène. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que le bacille va libérer une toxine. Et cette toxine va grimper le long des nerfs. Et là, effectivement, on peut avoir des cas de tétanie. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les symptômes qu'on peut avoir. Mais ce qui est là où maintenant on va comprendre en quoi c'est inutile, un vaccin, c'est que quand on vous vaccine, on vous injecte ici un produit dans le bras par exemple, qui va passer dans la barrière du sang, d'accord? On va dire, on va mesurer votre taux d'anticorps par rapport au taux d'anticorps qu'on va trouver dans le sang. Ok. Alors, premier constat, comment nos anticorps, si on peut en avoir, peuvent être en contact de la toxine, puisque les anticorps se trouvent dans le sang et la toxine se trouve dans un lieu où il n'y a pas d'oxygène, c'est-à-dire dans les terminaisons nerveuses. Ils ne peuvent pas rentrer en contact. Impossible. Donc c'est comme en gros, c'est comme si vous aviez donc votre maison, vous avez un problème sur l'autoroute voisin, vous êtes chez vous, vous appelez vos copains en disant écoute, il faut que tu aies aidé ma femme, elle est en panne sur l'autoroute, et que vos copains, ils vont sur la route nationale. Il n'y a aucune chance pour qu'ils tombent sur votre femme, hein, ça c'est pas possible. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous envoyez les troupes à droite et puis le problème est à gauche. Bon. Alors, je sais que ce que je vous dis, ça vous paraît fou, mais c'est aujourd'hui la triste réalité de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on considère maintenant que le vaccin, en fait, c'est presque comme un traitement. C'est-à-dire que si vous arrivez à l'hôpital et que vous êtes coupé, qu'est-ce qu'on va vous dire? Est-ce que vous avez été vacciné contre le tétanos? Vous allez dire, écoutez, je ne me souviens plus. Bon, ok, dans le doute, on le fait. Mais alors, moi, je me demande, mais à quoi ça sert de vacciner si on se dit peut-être vous l'avez déjà? Alors, on va vous dire, oui, mais on mise tout sur l'anatoxine qui est dedans, c'est-à-dire un peu le remède, en gros. Hein. Alors voilà, on revient toujours dans le même problème, c'est-à-dire que même si on vous vaccine à l'hôpital contre le tétanos, vous allez vous retrouver avec une anatoxine dans le sang, mais le problème, c'est que s'il y a un vrai souci, c'est pas dans le sang qu'il va y avoir le souci, c'est dans vos terminaisons nerveuses. Donc, je vous dirai à la fin de la vidéo qu'est-ce qu'on peut imaginer comme traitement qui fonctionne très très bien d'ailleurs. Mais que vous compreniez bien, ce vaccin contre le tétanos a été testé in vivo, c'est-à-dire dans des situations sur des organismes vivants, ici, là, en laboratoire, une fois. Donc c'était en 1926 de mémoire. Mais il y avait un monsieur à l'époque qui s'appelait le monsieur Ramon, qui, en 1923, donc il était quand même, vous savez, quel était le métier de ce monsieur? Il était vétérinaire. Et en fait, lui, il a développé le vaccin à base d'anatoxine. Donc il s'est dit, bon, c'est très bien, on va faire, donc il travaillait pour l'Institut Pasteur, on va faire un essai pour voir si ça marche, et puis on va prendre des lapins. Alors il a pris des lapins, donc c'était dans les années 20. Hein. Donc c'est la seule étude in vivo qui a été faite. Hein. Donc il a pris ces petits lapins, et puis il leur a injecté deux choses. D'un côté,
il leur a injecté la toxine, et puis de l'autre, il a injecté l'anatoxine. Et les lapins ne sont pas morts. Et qu'est-ce qu'a dit Ramon? Il a dit, bah, c'est génial, ça fonctionne, puisque regardez, j'ai flanqué la toxine tétanique dans le lapin, et puis de l'autre côté, je vais flanquer l'anatoxine, donc ça veut dire que mon vaccin fonctionne. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a changé le mode naturel de zone où va se trouver la toxine tétanique en disant, bah, je vous injecte ici la toxine, pas l'anatoxine, mais la toxine d'abord, alors que en temps réel, dans notre corps, ne peut pas tenir, si est dans le sang, la toxine du tétanos. Là, on va le faire artificiellement, sur le lapin en l'occurrence. Puis droit derrière, on va flanquer l'anatoxine en disant que c'est l'anatoxine qui a guéri, alors que pas du tout. C'est le sang du lapin qui a l'oxygène, puisque ce bacille est anaérobie strict et meurt au contact de l'oxygène. Voilà. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous, parce que là, on n'est même plus dans l'histoire des métaux lourds, évidemment. C'est juste la base de la base de la base. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a quand même le docteur Neveu, ça c'était dans les années 30. Hein. Dans les années 30, il a quand même fait ses études sur le chlorure de magnésium. Il a pu prouver qu'on soignait, grâce à des injections par intraveineuse de chlorure de magnésium, on soignait le tétanos. Évidemment, je vous le donne en mille, il s'est fait dégager de tout le comité, etc. Parce que c'était... Bon, voilà, c'était... Vous savez, on n'a pas beaucoup évolué. Hein. Ça, on est toujours dans la même dégaine, mais en gros... Sachez que ça fait des lustres, ça va faire bientôt 100 ans finalement hein, qu'on le sait, que les vrais bons médecins le savent. Et si vous avez le moindre souci, sachez que ça se guérit avec des injections de chlorure de magnésium. Voilà. Par contre, je vous ai fait une petite liste des effets secondaires du vaccin que j'ai trouvé sur Internet. Hein, tapez, ça vous allez trouver. Et puis vous le trouvez aussi d'ailleurs dans un livre qui est très, très chouette qui s'appelle « Tétanos, le mirage de la vaccination ». Et là, je vous les mettrai en lien dans cette vidéo. C'est très sympa comme livre de chevet si on a envie juste d'en finir avec un dogme terrible qu'on se ramasse quand même depuis assez longtemps. Ce serait peut-être bien d'expliquer aux enfants à l'école comment fonctionne ce genre de bacille, dans les cours de biologie d'ailleurs. Voilà, effets secondaires. C'est pas exhaustif, hein. Choc anaphylactique, atteinte neurologique, sclérose en plaques, syndrome de Guillain-Barré, épilepsie, complications cardiaques et la fameuse myofasciite à macrophage. Alors celle-ci, ça fait pas longtemps qu'on en parle, mais en fait, moi je me demande juste une chose, c'est que finalement ça, les effets secondaires, c'est déclaré, ça il y en a un, et à foison. Les effets secondaires, ils sont dus aux adjuvants qu'il y a dans les vaccins. D'ailleurs, en Suisse, on ne trouve pas, je ne sais pas en France, mais je suis quasiment formelle, de vaccin uniquement tétanos. C'est toujours conjugué avec diphtérie, il y a le fameux DTP, etc. Bon, je sais pas. Donc pareil, hein, vous êtes adulte, on vous flanque aussi la diphtérie et puis d'autres trucs en même temps, parce que tant qu'à faire, autant stimuler la machine. Et ces adjuvants-là, donc vous en avez à foison, hein, de nouveau pareil, vous avez le lien dans cette vidéo du CDC, Center of Disease Control aux États-Unis, avec tous les adjuvants qu'il y a dans les vaccins. Donc ça, c'est toujours ma liste, il n'y a pas besoin de réinventer la lune à chaque fois, elle est là, 4 pages avec les vaccins d'un côté et ce qu'il y a dedans de l'autre. Et puis, je vous laisserai aller voir ce qui vous concerne. Voilà, je referai une vidéo sur le tétanos puisque c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je suis passionnée par le dogme fini et finalement, voilà, on shoot, on injecte, on ne se demande même plus finalement qu'est-ce qu'il y a dedans, hein, parce que, comme le disait aussi Thierry Casasnova, j'ai beaucoup aimé sa métaphore. Si maintenant, en tant que parent, vous traversez la rue et puis il y a un monsieur ou une femme hein, avec une seringue dans la main qui vous dit bah, on va injecter votre enfant. La première chose que vous allez demander, c'est déjà que vous allez dire c'est hors de question, mais surtout que vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Voilà. Est-ce que vous le demandez à votre médecin? Voilà, je vous laisserai répondre par rapport à ça. Et pour la rougeole et la coqueluche, je ferai des vidéos séparées, mais juste qu'on fasse une ligne là-dessus. Les personnes qui disent que les vaccins contre la rougeole ont permis de sauver des vies et coqueluches et compagnie. Non, ça c'est pas vrai. Je vous invite à regarder les vrais graphiques.
Je vous les mettrai aussi en lien de cette vidéo, même si je vais refaire des vidéos spécifiques au vaccin. Mais voyez, ça c'est typique de ce qui se passe. Donc là, on a la mortalité de rougeole. Donc c'est un graphique où vous avez ici donc les morts de la rougeole. Et puis là, vous avez où il y a la flèche rouge, l'introduction du vaccin. Et ce qui se passe, c'est que quand on vous montre des statistiques sur les sites vaccins, gouvernementaux et compagnie, on vous cache, je vais vous faire comme ça, vous voyez bien. On vous cache la première partie ici. Hein, je vais faire comme ça, vous allez bien vous rendre compte. On vous cache le départ où les morts commençaient déjà à disparaître naturellement. Et puis cette partie-là où vous voyez qu'il y a encore un petit peu de dégâts, on l'amplifie pour qu'on voit bien les chiffres. Et puis on met juste depuis le départ de la vaccination en vous disant, ben voilà, ça a sauvé des vies, voyez, mais on ne vous montre pas les années précédentes. Et donc, pour exemple, en Chine, donc le vaccin pour la rougeole, il est obligatoire, hein, d'accord ? En 3 ans, donc entre 2009 et 2012, en Chine, il y a eu 700 épidémies de rougeole. La couverture vaccinale est monstrueuse, c'est obligatoire. Puis alors là-bas, hein, c'est pas trop du genre en Chine à dire on est à Mich, on ne se vaccine pas. Hein. Donc ils y vont allègrement. Et puis concernant la coqueluche, il y avait aussi une chose que je vous mettrai de toute façon tous les liens, regardez si ça vous intéresse. J'avais relevé dans le site de Robert Kennedy Jr. que j'affectionne vraiment particulièrement, un épisode en 2019, mais il y en a plein, hein, les fouillez, vous verrez, vous allez trouver, ça c'est énorme. Il y avait une école catholique et une garderie qui avait une couverture vaccinale de 100%, c'est-à-dire que tous les élèves étaient vaccinés, d'accord, tous. Donc il y avait évidemment la coqueluche dedans. Et puis vous savez, aux États-Unis, c'est obligatoire, hein, les vaccins. Donc vous êtes dehors du ventre de maman, 48 heures après, ça commence, hein, et l'hépatite B et compagnie. Eh bien, ils ont dû fermer plus tôt, avant les vacances de Noël 2019. C'était l'hécatombe. Il y a eu une épidémie dingue. Et d'ailleurs, concernant le vaccin pour la coqueluche, il y a aussi maintenant des articles depuis un certain nombre de temps qui sortent avec des études à l'appui pour dénoncer le fait que vous êtes porteur, quand vous êtes vacciné, vous êtes porteur de la coqueluche et vous allez probablement la refiler à votre entourage. Donc je vous lis juste ce paragraphe. Ça fait partie des études qu'on trouve sur le site de l'avocat Robert Kennedy Jr. aux États-Unis. Un certain nombre d'études ont suggéré que les personnes vaccinées peuvent héberger et transmettre une infection à coqueluche, même en l'absence de symptômes typiques de la coqueluche. Ça veut dire qu'en gros, vous n'avez aucun symptôme, vous êtes juste une bombe. Vous ou votre enfant. Hein. Dans une revue systématique de 2020, les auteurs concluent que la prévalence de l'infection asymptomatique est élevée et que des contacts étroits fréquents survenant dans les ménages peuvent donner suffisamment de chances à la coqueluche de se propager. Bien. J'ai encore une autre question qui me vient. Si les vaccins étaient si efficaces que ça, en quoi ça poserait problème qu'il y ait des enfants pas vaccinés ou des adultes pas vaccinés? Finalement, si le vaccin est vraiment sûr, admettons, on a une classe de 10 enfants. Vous en avez 2 ou 3 ou 4 qui ne sont pas vaccinés. Si les autres qui sont vaccinés, on part du principe que le vaccin est vraiment sûr, pourquoi vous avez peur? Pourquoi on parle toujours de l'immunité du troupeau? Si le vaccin est vraiment sûr, finalement laissons aux gens la liberté de choisir. L'immunité de troupeau, c'est un phénomène qui peut fonctionner quand on parle d'immunité naturelle, parce qu'effectivement, il y a une civilisation qui est en contact avec un virus. Et ce qu'on voit d'ailleurs très bien avec le Covid, c'est qu'à force d'être en contact et de se passer d'une personne à l'autre, il finit par s'atténuer. Voilà. Mais pourquoi on parle maintenant d'effet de troupeau? Enfin, c'est un non-sens. Réfléchissez peut-être à ça, ou évidemment, si vous avez déjà pris conscience de ça, peut-être passer la question à quelqu'un d'autre finalement. Si mon enfant ou moi-même qui n'est pas vacciné, suscitons un problème pour vous ou les autres enfants, finalement, est-ce que vous pensez vraiment que les vaccins sont efficaces dans ce cas-là? Je ne sais pas. Moi, je me pose ce genre de questions. Alors, je ne vais pas aujourd'hui parler de tous les adjuvants, de tout ce qu'il y a dedans, etc. Ça, je vous le laisse pour une autre vidéo. Mais gardez ça bien en tête, le tétanos n'est pas immunisant, alors comment le vaccin lui-même peut l'être, si la maladie naturelle ne l'est pas. Voilà. Je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je suis
Il fait très chaud aujourd'hui à Genève en Suisse. Je suis au bout de ma vie, il fait très très chaud. J'ai encore beaucoup de travail. On a une grosse réunion avec l'avocat de la fondation bientôt, dans 48 heures, et je vous tiendrai au courant très rapidement sur l'évolution des choses. Une dernière note en ce qui concerne les obligations vaccinales qui sont prévues en Suisse concernant le vaccin Covid ou autre. Sachez qu'on va se battre, vous n'êtes pas seul. On reçoit énormément de vos messages. Je crois on est tous très au fait sur le sujet. Et j'aimerais aussi que vous sachiez, parce que peut-être vous n'êtes pas entouré de personnes qui pensent comme vous, que nous sommes extrêmement nombreux à travers tous les pays. C'est fou. Je me devais de vous le dire vraiment, parce que on ne se rend pas compte quand on n'a pas tous les mails ou tous les messages qui arrivent, mais le mouvement est historique. Voilà. Je vous embrasse de tout mon cœur. On se retrouve jeudi 25 juin 2020 pour l'émission de l'Info en question numéro 3. Je me réjouis d'être avec vous demain et prenez vraiment soin de vous. Amusez-vous, lisez et profitez des gens que vous aimez et de la merveilleuse personne que vous êtes. À bientôt.